Alors, merci beaucoup. Bienvenue à tous et à tous ce soir pour cette présentation de la conférence sur les enjeux du financement de la santé publique au Québec. Donc, comme Roxane l'a dit, je me présente, Nathalie Demartiniis-Varin, je suis la présidente directrice générale du Cyrano. Et pour nous, c'est un événement important parce qu'il marque le coup d'envoi pour le Cyrano des activités de l'année 2024-2025 sous le thème de l'efficience au cœur du système de soins de santé québécois. Chaque année, au Cyrano, nous avons une thématique annuelle qui met en avant les recherches et certains de nos experts dans des domaines. Et cette année, c'est la santé qui va être au cœur, finalement, de nos activités. Alors, je vais remercier tout de suite l'École de santé publique de l'Université de Montréal, l'ESPOUM, et le Centre de recherche en santé publique, le CRESP, de nous accueillir ici à l'Agora de l'ESPOUM. Merci beaucoup. Un merci tout spécial à Carl Hardy-Dubois, professeur titulaire et doyen de l'ESPOUM, chercheur au CRESP et chercheur Cyrano. À Roxane Borjas da Silva, professeure titulaire et chercheuse au CRESP et fellow Cyrano, vice-présidente Cyrano pour le financement de la recherche, ainsi qu'à Madame Potvin, professeure titulaire à l'ESPOUM et directrice scientifique du CRESP. J'ai vu Louise quelque part. Merci de nous accueillir en tout cas chez vous. Alors, nous sommes ravis, comme je le disais, de lancer les activités de l'année thématique Cyrano avec cette conférence. Nous allons avoir tout au long de l'année donc une présentation de nos travaux de recherche et c'est important finalement de rappeler que même si on a beaucoup de thématiques au Cyrano, la santé a toujours été en fait un thème qui était assez primordial en fait dans nos activités parce que on voit bien toute la complexité des enjeux qui préoccupent notre population et finalement on est en lien au Cyrano, on allie savoir et décision, donc en fait toute la recherche qui est reliée aux politiques publiques en santé et de la mise en œuvre de ces politiques publiques est vraiment important. Donc vous allez voir à travers toute l'année en fait toute une activité et par exemple le mois prochain qui va être le mois de la sensibilisation du cancer du sein, il y a plusieurs études de valorisation qui seront organisées, notamment autour de l'étude de Madame Struff qui est professeur à McGill et qui est chercheur Cyrano, avec ses collègues qui vont nous parler du parcours de diagnostic du cancer du sein au Québec et ailleurs au Canada. Donc, dans les mois qui suivront, on va avoir aussi plein d'exemples, justement, de projets, de recherche qui concernent les défis d'attraction, la rétention des talents en technologie de la formation dans le secteur de la santé, l'adaptabilité du personnel de la santé aux transformations numériques. Il y a beaucoup de projets, notamment aussi sur les enjeux et de l'utilisation des services de santé des personnes à âge avancé, donc pression sur le système. Donc, finalement, il va falloir que vous nous suiviez et que vous vous abonniez à notre infolettre et qu'il y a ma collègue Carole Vincent, qui est directrice de la mobilisation des connaissances au Cyrano, si vous avez besoin de savoir davantage. Donc là, ce soir, notre premier événement, nous allons d'abord entendre le professeur Mehdi Amni, qui est professeur à l'Université Carleton et chercheur associé au Cyrano, qui va nous présenter en une quinzaine de minutes, je ne sais plus trop le timing, mais ça va être ça, c'est ça, les résultats d'une étude qui est parue en juin au Cyrano et récemment dans la revue Perspective, qui est notre revue de mobilisation et de transfert de connaissances, sous le titre « S'attaquer aux crises épidémiologiques, oui, mais à quel prix ?» Donc, il y a des copies de l'article normalement qui sont disponibles, je pense que c'est ça, sur les tables à l'entrée de la salle, vous pourrez en prendre. Et c'est une étude qui a été réalisée en collaboration avec 3 co-auteurs, dont Erin Strums, qui est ici avec nous ce soir, Emmanuel Narpin et Raphaël Langevin. Erin est d'ailleurs professeur à l'Université McGill, mais aussi fellow Cyrano, et comme Roxane, Carl Hardy et Pierre-Carl Michaud, ce sont les chercheurs principaux justement qui animent la thématique santé au Cyrano, et notre collègue Alexandre Prudhomme, qui est quelque part là ici aussi, professionnel de recherche, qui coordonne le suivi de ces activités, qui coordonne nos chercheurs autour de cet axe. Après la présentation de Mehdi, nous allons réunir un panel de 3 experts qui donneront leur point de vue sur l'étude et plus largement sur les décisions et les arbitrages dans l'allocation des dépenses entre les grandes fonctions de santé publique et les conséquences des choix qui sont faits. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir M. Luc Boileau, directeur national de santé publique, Olivier Jacques, professeur à l'ESPOUM et chercheur Cyrano, Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et les échanges et la période de discussion vont être animés par Roxane Borjas da Silva et par Carl Hardy-Dubois. On a prévu une trentaine de minutes à la fin, justement, pour les échanges avec la salle. Alors, merci d'être présent. Et Mehdi, c'est à toi. Merci. Merci. OK, ça marche. Vous m'entendez bien ? Tout d'abord, je m'excuse pour le retard qui n'est pas dû à avoir manqué un train. Je suis à Montréal depuis à peu près midi, mais j'avais perdu mon téléphone. Donc, c'est plutôt, je suis tête en l'air et c'est peut-être la première fois que ça m'arrive d'être en retard à ma propre présentation. Donc, évidemment, c'est enregistré pour la postérité. Donc, voilà. Donc, c'est, comme a présenté Nathalie, c'est sur les effets de la pandémie de Covid-19, mais on regarde plus du côté des dépenses. Et j'ai 15 minutes, et d'ailleurs, il faut que je démarre mon minuteur.
pour ne pas être en retard 2 fois. C'est vraiment l'effet saillant. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les éléments de méthode, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des résultats, mais il y aura quelques, j'espère, vous donner envie de jeter un œil au rapport après. Et c'est en collaboration, ça a déjà dit, mais je le souligne, parce que c'est impossible à faire ça tout seul, avec Erin qui est ici, avec Raphaël que je vois, et Emmanuel, si tu es dans la salle, lève la main, et Emmanuel qui est ici. Voilà, donc merci à vous 3. Ok, allons-y. Donc c'est une école de santé publique ici, mais vu qu'on parle de dépenses de santé publique et qu'il y a toujours une confusion entre dépenses de santé publique et dépenses publiques de santé, ça me semble utile de rappeler dès le début de quoi on va parler. Donc la santé publique, ça c'est un truc que j'ai aussi découvert dans le cours des 5 dernières années. J'ai un agenda de recherche sur le sujet, mais je ne suis pas là pour parler de tout le reste. Ceci étant dit, ce que j'ai vite découvert, c'est quand on parle de santé publique au Québec et qu'on parle de santé publique en Ontario, qu'on parle de santé publique en France ou qu'on parle de santé publique en Australie, on ne parle pas nécessairement exactement de la même chose. Et qu'il est vraiment nécessaire d'essayer de trouver c'est quoi le pot commun, sur quoi on peut être d'accord. Donc sur quoi on peut être d'accord, l'OMS, j'espère qu'on peut être d'accord avec l'OMS, définit ces 5 grandes fonctions. Donc, la surveillance de la santé, le monitorage des urgences et des risques sanitaires, la protection de la santé, la promotion de la santé et la prévention des maladies. Et vous verrez, je vais venir en quelques instants, quelques petites choses en plus dans le contexte québécois, mais c'est vraiment de ça qu'on parle. Okay. Donc on ne parle pas de l'ensemble des autres dépenses publiques de santé qui vont être les dépenses hospitalières ou les dépenses pour la rémunération des médecins. Et donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'intéresse aux dépenses de santé publique. Encore une fois, on est dans une école de santé publique, je n'ai pas tellement besoin de faire l'article de pourquoi la santé publique c'est important. Ceci dit, c'est des dépenses qui sont assez fragiles. Donc plusieurs façons de penser à pourquoi elles sont fragiles. La première chose, c'est que, donc là c'est un des exemples, un article de Rentschel sur l'ensemble de l'Europe qui montre que en fait, c'est des dépenses qui sont, pendant la grande récession de 2008-2009, c'est le type de dépenses qui a été coupé en premier parmi les autres, parmi l'ensemble des dépenses publiques de santé. Et puis donc ça, c'est la première chose, une cible assez facile finalement de l'austérité. Deuxième chose, et ça c'est un travail qu'on a en commun avec Olivier et avec Emmanuel et Alain Noël, qui je ne sais pas s'il est dans la salle, mais une des choses importantes qu'on trouve, c'est qu'il y a un effet d'éviction en fait, des dépenses de santé publique par les dépenses curatives. Donc ça, c'est une autre façon par laquelle les dépenses de santé publique peuvent être négativement affectées. Et si on ajoute à ça que finalement, les dépenses de santé publique, ce n'est pas bien gros dans l'ensemble des dépenses publiques de santé. Donc tenez-vous bien, 5% grosso modo au Canada, et le Canada, champion du monde en termes de quelle est la proportion du budget public de santé affectée à la santé publique. Donc c'est pas énorme, mais c'est plus faible au Québec que dans le reste du pays. Au Québec, on est environ à 2%. Grosso modo. Donc, question de recherche. En fait, 3 questions de recherche auxquelles le rapport a tenté de s'atteler. Une qui est vraiment une question plus descriptive. Quelles ont été les tendances de dépenses par fonction de santé publique, les 5 fonctions que je vous ai présentées au début, au Québec. J'aurais dû mettre au Québec. Et ensuite, pour les autres, les questions qui répondent plus à cet enjeu que j'ai mis en haut de la diapo, où finalement on a mentionné qu'il y a une éviction possible des dépenses curatives. Certes, il y a la pandémie de Covid qui va sans doute avoir un effet à augmenter toutes les activités qui sont autour du monitorage des urgences, mais qu'est-ce qui va se passer pour le reste des activités de prévention? Qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la promotion de la santé? Est-ce que ça va aussi suivre ou est-ce que ça va baisser? Donc c'est ça qu'on est intéressé à regarder. Donc, on le regarde de 2 façons. La première façon, c'est en disant, on va regarder spécifiquement quelques variables Covid, comme les cas, les hospitalisations, et voir quel a été l'effet sur ces dépenses. Et l'autre, on va regarder plus généralement, qu'est-ce qu'on aurait eu s'il n'y avait pas eu la pandémie, et on va comparer à ce contrefactuel ce qu'on observe. Donc, et ça, on dit l'impact global, donc pas spécialement relié aux variables de Covid. Même si je veux vraiment simplement parler des résultats principaux, je ne peux pas aller parler des résultats principaux sans vous donner un minimum de méthode. Et en fait, juste que vous compreniez qu'est-ce qu'on a regardé. Donc on a construit une base de données qui est au niveau des régions socio-sanitaires. Pas toutes, 16 des 18. Nunavik et Tercri, on ne les a pas parce qu'il n'y a juste pas de données. Donc on n'a pas pu les prendre. Et on couvre de 2013 à 2021, et je devrais dire c'est en année fiscale. Donc ce n'est pas des années civiles. Donc l'unité d'observation, c'est la région socio-sanitaire. La unité de temps sur laquelle on fait l'observation, c'est l'année fiscale.
On a eu les données, et j'ai réalisé ça seulement en regardant la diapo, que ce n'est pas les données du M3S, c'est les données du MFQ. Donc, on a obtenu ce qu'ils appellent les centres d'activité, dans laquelle on a eu le détail des dépenses pour chaque région socio-sanitaire. Donc merci au MFQ pour ça. On a été chercher sur, donc là c'était des choses qui étaient disponibles en ligne et publiquement, les données liées au Covid, donc il y a une SPQ, partenariat de Québec. Puis après, on a été chercher dans de multiples sources, des enquêtes de Statistique Canada essentiellement, mais aussi des données de l'ICIS, pour couvrir les santé populationnelle, caractéristiques démographiques et socio-économiques des populations. Donc après les centres d'activité, on en avait grosso modo une quarantaine, et nous, notre objectif, c'était pas de regarder les 40 un par un, ce qui nous intéressait, c'était de voir ces arbitrages entre les fonctions. Donc on a reclassifié dans les 5 grandes fonctions que j'ai présentées, surveillance, prévention, promotion, etc. Sauf qu'il y a 3 petites choses qui ont été un peu différentes, et je vais y venir quand je vais vous montrer les tendances, pour lesquelles on a décidé, OK, ça rentre pas bien dans une fonction, gardons-les à part. Et en termes d'analyse, donc la partie descriptive, il y a une analyse dans le sens où on a fait cette classification, il n'y a pas vraiment d'analyse, on regarde juste les données. Mais donc ça c'est pour la première question que je vous parle. La deuxième question, on a juste estimé un modèle économétrique en première différence sur données de panel. Et là, je vais venir à des enjeux liés à la taille de l'échantillon. Okay, c'est tout petit. Mais on a quand même réussi à faire quelque chose. Et l'autre partie, de mon point de vue, où je suis plus content, c'est celui où on a fait, donc on a modélisé un contrefactuel et on a regardé, donc ça c'est les méthodes d'apprentissage machine supervisée qui sont assez à la mode, mais finalement c'est des stats. Hein. Et on a comparé ça avec les valeurs observées. Ok, donc ça c'est les dépenses. J'espère que vous pouvez voir d'où vous êtes, sinon c'est une raison de plus d'aller chercher le rapport et de regarder directement dans le rapport. Mais ce que je veux juste souligner, c'est qu'il y a les 5 fonctions qui sont les fonctions de l'OMS. La prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang, c'était quelque chose qu'on aurait pu mettre dans la prévention des maladies, mais c'était un gros centre d'activité comparé aux autres dépenses. Donc on s'est dit que ça vaut la peine de le garder à part. Le crédit des organismes communautaires, c'est finalement tous les transferts qui sont faits aux organismes communautaires, mais on n'a pas une idée de qu'est-ce qui est fait exactement. On ne peut pas le ventiler fonction par fonction, donc on l'a gardé séparé. Et puis finalement, autre, c'est toutes les choses qui ne rentraient pas nettement dans une des fonctions. Et essentiellement, c'est des choses liées à l'administration et la gouvernance. Donc ce qui se dégage assez nettement, enfin j'espère assez nettement, c'est ici, donc cette baisse vraiment pour 2 catégories, promotion et prévention, et puis cette hausse très marquée pour une catégorie, monitorage. Donc, qui suggère ce risque de substitution qu'on mentionnait, et ça ne nous dit pas, OK, peut-être que ça, on l'aurait eu même s'il n'y avait pas eu la Covid. Donc ça, on ne sait pas si c'est la Covid qui l'a fait, et ça ne nous dit pas, est-ce que l'intensité de la Covid dans l'unité a fait une tendance plus ou moins forte. Donc ça, on veut le regarder. Et ça, j'ai oublié de le mentionner, c'est pour l'ensemble du Québec. On a là les mêmes tableaux, les mêmes graphiques, si vous êtes intéressé par une région socio-sanitaire en particulier dans le rapport, région socio-sanitaire par région socio-sanitaire. Et c'est important de le mentionner parce qu'il y a des fortes variations entre les régions socio-sanitaires et pour être honnête, plus de variations que ce que j'aurais anticipé. Et je ne vais pas mentionner une région en particulier, l'idée c'est pas de pointer du doigt, mais je vous invite à aller regarder davantage. Ok, donc en termes d'effet des variables Covid, donc, je vous disais, vraiment, ce n'est pas des gros échantillons, ce qui fait que dès qu'on change un petit peu une variable, les résultats sont vraiment sensibles. Donc là, ce qu'on a rapporté, et notamment dans l'article Perspective, c'est juste simplement où c'est robuste, où peu importe le type de variable, c'est ce qui reste. Et l'effet des cas de Covid dans la région, il n'y en a pas tellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'est-ce qui se passe chez le voisin. En fonction du nombre de cas chez le voisin, ça va affecter une catégorie de dépenses, une seule. La prévention, et ça va réduire les dépenses de prévention. Donc, on discute dans le rapport de comment on peut l'interpréter. Je pourrais passer 15 minutes juste à discuter de ça, mais c'est que vous voyez ce qui se passe, en fait, juste une seule petite chose. Par contre, de façon très très nette, les hospitalisations, ça parle. Et là, la façon dont on l'interprète, c'est on le relie au travail qu'on avait fait notamment avec Olivier, c'est cette idée de priorité entre le curatif et la santé publique.
Et puis on voit cette substitution ici, notamment entre protection et prévention, ça semble assez clair. Donc j'ai que 5 minutes encore, donc je vais aller assez vite. Là, donc ce que je vous ai montré avant, c'était donc, on va dire, la question 2, là c'est la question 3. Et pour vous donner à quoi ça ressemble, donc là encore l'ensemble du Québec, on a été capable de faire ça aussi région par région, si vous êtes curieux d'aller voir. Et c'est pour dire, qu'est-ce qu'on fait finalement? Ce qu'on fait, c'est on essaye de dire, OK, ce qu'on observe, c'est ce qu'il y a en bleu. On estime un modèle prédictif avec différentes, qui est variable entre les différents outcomes. Oui, vous m'excuserez, désolé pour l'anglicisme. Et on voit, OK, ça se comporte plutôt bien puisque nos variables observées dans la variable avant Covid, elles tombent bien dans notre intervalle de prédiction. Par contre, après, là, c'est là où on voit, OK, si jamais ce que le modèle prédit, bon, c'est pas sûr, hein, mais ce que le modèle prédit, c'est on pourrait s'attendre à 95% de chance dans l'intervalle de prédiction que la tendance est continuée à la hausse pour les dépenses en prévention des maladies. Or, ce qu'on a observé, c'est une forte baisse. Et cette différence, on l'interprète comme étant l'effet de la pandémie sur la dépense. Et là, on voit que donc à peu près $2 par habitant. Et $2 par habitant, on peut imaginer, c'est pas grand-chose $2. Sauf que si on pense proportionnellement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une chute de presque 30%, ce qui est substantiel. Ce graphique-là, pour moi, c'est vraiment... Si vous voulez, souvenez-vous d'une seule chose de ce que j'ai dit aujourd'hui, ce graphique-là. Okay. Et finalement, ce qu'on voit, c'est vraiment très clairement une forte augmentation d'un type de dépense, les monitorage des urgences. Bon, c'est pas surprenant, hein, urgence sanitaire, pardon, Covid est là. Et la baisse en prévention et en promotion de l'ordre de $2. On voit aussi que l'ITSS, l'infection sexuellement transmissible, baisse. Donc les limites, je vais mentionner déjà la petite taille d'échantillon. On a fait ce qu'on a pu, mais on ne peut pas inventer des unités géographiques pour notre bon plaisir. Il y a 16 régions socio-sanitaires, enfin 18 régions socio-sanitaires au mieux. Il y a 18 régions socio-sanitaires qu'on peut utiliser. Les dépenses par fonction, donc c'est une classification qu'on a fait dans l'équipe, mais c'est aussi une classification qui est informée par tout un travail qui est fait. Il y a Dr Guyon qui est dans la salle, avec une autre équipe de recherche pour essayer de comprendre c'est quoi vraiment la dépense de santé publique, comment on peut penser ça. Donc tout ça, mais comme je disais, il y a différentes juridictions vont avoir différentes vues à qu'est-ce qu'est la santé publique, ce qui fait qu'on peut débattre de la classification, mais pas au point où ça va complètement changer les résultats. Enjeu d'accès aux données, ça a pris un peu de temps en fait, d'accéder aux données, surtout les données de dépenses. Donc, toujours la même chose. Ceci dit, bravo au Québec, puisque pour travailler sur ce type de données à différentes juridictions canadiennes et dans d'autres pays, les données québécoises sont très détaillées en termes de dépenses de santé publique. Et enfin, l'implication principale, c'est finalement, c'est la question, une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur la santé des populations de ça? Du fait que les dépenses baissent en prévention et que les dépenses baissent en prévention des maladies et que les dépenses baissent en promotion de la santé. Parce qu'on sait qu'on a d'autres travaux, notamment on a un autre papier avec Emmanuel, puis j'ai d'autres travaux avec d'autres, et que d'autres chercheurs ont trouvé, c'est que finalement on a vraiment cet effet à long terme sur la santé. On ne se passe rien maintenant si on dépense plus en prévention ou en santé publique, certes, mais dans 10 ans, dans 20 ans, il va se passer quelque chose. Donc, on verra. Alors, l'effet saillant en résumé, il me reste 1 minute donc pour revenir à le message. Je ne l'ai pas montré parce que j'avais peur de vous montrer qu'une seule région et que ce que vous vous souveniez, c'est que les choses sont terribles dans cette région. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même une variation interrégionale vraiment forte. Et encore une fois, je vous invite à y regarder dans les dépenses par fonction. On sait que ce qu'on a vu, c'est que finalement, c'est pas tellement les cas de Covid qui ont eu une influence sur les dépenses en santé publique, mais c'est vraiment les hospitalisations. Alors potentiellement, ce choix que, OK, il y a le feu, il y a un feu quelque part, donc il va falloir qu'on s'occupe de ça. Prenons des ressources où elles sont. Enveloppe budgétaire relativement constante, dirons-nous. Donc les hospitalisations qui ont conduit à augmenter les dépenses en protection de la santé et à les réduire en prévention des maladies, mais à les réduire plutôt. Et enfin, cet impact global, encore une fois, qui est le type de résultat où je me sens le plus confortable, où il y a eu une hausse des dépenses en monitorage des urgences et en protection de la santé, mais une réduction en promotion de la santé et en prévention des maladies. Donc encore une fois, c'est vraiment... souvenez-vous de ça. Voilà. Ça sera tout pour moi. Il me reste 20 secondes, donc c'est juste pour encore... le lien est dans les diapos et...
si vous pouvez regarder. Content aussi de la discussion qui s'en vient avec les collègues et bien sûr avec la salle. Merci. Merci beaucoup, Mehdi. Donc maintenant, on accueille Olivier Jacques, professeur adjoint au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École Santé publique, chercheur au Cyrano, qui va nous faire part de ses impressions sur ce rapport et sur le financement de la santé publique en général. Bien, merci d'être là en si grand nombre. En fait, je suis impressionné par l'intérêt, c'est excellent. En fait, d'abord, je veux commencer par donner quelques impressions sur la recherche en tant que telle et ensuite sur mes réflexions sur où la recherche, à quoi la recherche me fait penser. D'abord, vraiment, je trouve que la recherche de données que vous avez faite est incroyable. Aller au niveau régional comme ça, c'est une excellente idée. De voir que les cas de COVID et les hospitalisations ont un impact sur la dépense au niveau régional, c'est une bonne idée. Ça a dû être quand même un travail assez difficile d'aller chercher toutes ces données, donc félicitations. Moi, je trouve que l'analyse empirique est solide. Vous avez fait le mieux que vous pouviez avec les données disponibles et il y a une excellente réflexion méthodologique dans le travail. Je trouve que c'est particulièrement intéressant de trouver que les hospitalisations ont plus d'impact que les cas sur la répartition des ressources. Mais ce n'est pas particulièrement surprenant. Pendant la COVID, on a l'impression que le gouvernement réagissait énormément aux hospitalisations, plus qu'aux cas. En fait, on observe que les mesures sanitaires que le gouvernement a mises en place semblent être très réactives au niveau d'hospitalisation. Donc, c'est intéressant de constater que même l'allocation des ressources dans la santé publique dans différentes régions était aussi très réactive aux hospitalisations. C'est un modèle hospitalo-centrique après tout. Ensuite, petit questionnement scientifique. Je me demandais, pour l'article scientifique que vous voulez sûrement faire avec ça, parce que bon, je pense qu'on n'est pas loin là, de pouvoir soumettre. Je me demandais si ça serait pertinent d'inclure les changements dans les budgets totaux dans les modèles par région. À moins que je me trompe, il me semble que c'est pas inclus. Vous les avez pas. Mais c'est ça, je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'on devrait observer plus d'effets d'éviction de certaines dépenses sur d'autres lorsque le budget est fixe. Si le budget augmente, on s'attend probablement à moins d'effets d'éviction. Aussi, bon, bien que l'analyse au niveau régional est super pertinente, je pense que l'analyse des variations régionales dans les effets peut être gardée en annexe, peut-être pour l'étude à présenter. C'est peut-être pas nécessaire. Et puis, bon, je pense que vous notez bien les limites des mesures de la santé publique qu'on connaît tous. Bon, les centres d'activité, c'est bien, mais on sait qu'il y a certaines dépenses dans les centres d'activité qui sont de la santé publique, mais qui ne sont pas comptées comme telles. Et ensuite, ben, il y a toujours l'espèce d'enjeu de où sont la santé publique qui s'attaque aux déterminants sociaux de la santé. Vous dites dans le texte que la promotion de la santé inclut les déterminants sociaux de la santé, mais bon, les déterminants sociaux de la santé, c'est extrêmement large et évidemment, on n'est pas dans une analyse ici du niveau de dépenses publiques, par exemple, dans la lutte à la pauvreté, qui serait comme une autre analyse à faire. Petite piste de recherche future, je pense que ce serait intéressant d'analyser l'allocation générale des ressources à l'intérieur du réseau de la santé, un peu comme ce que vous venez de faire là, sur la santé publique, mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui a bougé à l'intérieur du réseau, de l'ensemble des ressources du réseau de la santé pendant la pandémie. J'étais un peu déçu que l'étude arrêtait à 2021. J'aurais voulu qu'on regarde même les budgets actuels. Je pense que la plupart des études sur la COVID, malheureusement, arrêtent souvent en 2021. C'est comme si on a fait des études au début là, parce qu'il fallait réagir, il fallait faire des études. Puis ensuite, on s'est tanné de la COVID. Là. Vous, ce n'est pas votre cas parce que vous venez de faire l'étude, mais reste que j'ai l'impression que beaucoup d'études portent sur les premières périodes. Mais ça serait intéressant d'observer la fin de la COVID, mais aussi les réactions budgétaires après la COVID. Parce que, bon, on sait, c'est assez intéressant, on sait que en fait, le budget de la santé publique a augmenté significativement pendant et après la COVID, mais probablement dans des fonctions, on en avait déjà parlé, Thomas et moi, dans des fonctions très vaccination, équipement de protection individuelle, qui ressemblent aux catégories que vous avez identifiées, qui ont vraiment qui ont vraiment eu des hausses de dépenses. C'est probablement pas dans la promotion de la santé puis la lutte aux maladies chroniques qu'on a investi après et pendant la COVID, parce que le budget de la COVID passe de 989 millions en 2019 à 1,4 milliard quand même en 2023. C'est une augmentation qui demeure significative. Réflexion générale, je pense que vous contribuez encore à la recherche sur la prise de décision publique
et sur la priorisation des dépenses publiques. Je pense que vous démontrez aussi qu'il y a 2 variables cruciales qui vont expliquer la priorisation des dépenses publiques. Il y a l'impact temporel d'une politique publique et l'appui populaire, qui va dépendre de la nature de la politique publique. Par exemple, si elle est plus visible, si elle est plus universelle. Puis, vous montrez un peu ça, hein, l'appui. Le gouvernement est réactif aux besoins à court terme. Puis, dans ce cas-ci, dans le cas de votre étude, les besoins à court terme, c'est un type de santé publique plus qu'un autre. C'est la santé publique qui est très réactive aux problèmes qu'on vit pendant la COVID. Et le gouvernement, lorsqu'il doit faire des choix dans une situation de crise ou une situation d'austérité, par exemple, va prioriser les dépenses publiques qui sont les plus nécessaires à court terme, les plus supportées à court terme. Puis c'est ce que vous démontrez. Encore une fois, on le savait déjà dans d'autres domaines de politique publique, mais là, on le voit que c'est même à l'intérieur du réseau de la santé publique, le gouvernement va prioriser la partie de la santé publique qui est la plus visible, qui est la plus bénéfique à court terme. Donc, on voit vraiment cette question de priorisation-là, on l'observe un peu partout. Donc, c'est les fonctions visibles de la santé publique pour répondre à la COVID qui vont être priorisées avant les fonctions plus invisibles comme la promotion. Puis aussi, je trouve que vous contribuez à une dynamique qu'on avait observée ensemble dans notre autre article dans Canadian Journal of Public Health, qui est que le système de santé est vraiment caractérisé par un effet d'éviction. Si on augmente une partie des dépenses de la santé, que ce soit la santé curative ou dans ce cas-ci le monitorage des risques sanitaires, on va en allouer moins à d'autres fonctions. Et dans notre étude précédente, on avait vu que si on augmente la dépense curative, les gouvernements ont tendance à dépenser moins en préventif. Puis je trouve ça particulièrement intéressant que vous montrez que si on augmente le monitorage des risques sanitaires, on va dépenser moins en promotion de la santé. Donc le système de santé est comme fondamentalement caractérisé par un effet d'éviction, on dirait. Et c'est là que je pense que dans l'analyse, ça serait pertinent d'avoir un contrôle ou à tout le moins une variation des modèles en fonction du budget total. Parce qu'il y a moins d'évictions si le budget total augmente. Et c'est là que, si on est quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement public en promotion de la santé, on doit nécessairement s'intéresser aux revenus de l'État. Parce que puisqu'il y a un effet d'éviction et que ces programmes qui, je crois, nous tiennent à cœur la promotion de la santé, si l'État réduit ses revenus, si l'État baisse ses impôts, il va avoir moins de dépenses en promotion. C'est pas mal la première chose qui va en souffrir. Ce ne sera pas la dépense curative qui va en souffrir tant que ça. Donc, c'est ça. Si le budget est fixe, l'effet d'éviction est extrêmement fort. Mais aussi, je pense qu'il y a un effet d'éviction indirect qu'on va observer, et qu'on n'a pas fini d'observer, en fait. C'est que, la COVID a entraîné beaucoup de dépenses publiques, elle a entraîné des déficits importants. Et on est en récession en ce moment au Canada. Et donc, on va avoir des épisodes d'austérité qui vont survenir. C'est à peu près certain. Et l'austérité va mener à des réductions de dépenses en santé publique, probablement davantage en prévention qu'en vaccination, par exemple. Et donc, c'est un effet d'éviction indirect qu'on risque d'observer. Et aussi, malheureusement, on dit dans votre étude, on montre que les dépenses en promotion risquent d'être coupées dans des situations d'austérité ou de hausse de dépenses dans d'autres fonctions de la santé, mais de ce que je pense qui risque d'arriver avec le gouvernement actuel, c'est qu'on risque d'avoir un problème en déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire que si on observe ce que le gouvernement a fait dans son nouveau plan de lutte à la pauvreté, c'est probablement le plan de lutte à la pauvreté le moins généreux qu'on a eu au Québec depuis longtemps. Et c'est une conséquence directe de l'austérité qu'on observe. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini d'observer ces effets d'éviction dans des politiques qui peuvent avoir un impact sur la santé. Je vais conclure avec mes 2 dernières minutes en disant ce que je me suis trompé, en fait. Quand on a eu la crise de la COVID, je me suis dit, ça va être tellement bon pour la santé publique. Les gens vont se dire, wow, on voit l'importance de la santé publique, nous allons réinvestir. Mais ce que votre étude nous montre, en fait, c'est que, pas tant. La COVID a mené à un investissement dans certaines fonctions de la santé publique, mais pas dans la promotion de la santé. Et, en fait, je pense que les crises, en fait, sont fondamentalement mauvaises pour la santé publique. Parce que
quand on vit une crise, en ce moment, on vit une crise dans le système de santé. Hein. Les gens considèrent que le système est en crise plus que jamais, au Québec, au Canada. Ben, quand on vit une crise, on veut régler les problèmes vraiment évidents à court terme. On veut essayer de fixer le système de santé, on veut régler ces problèmes-là. Et les politiques bénéfiques à long terme, dont les effets sont invisibles à court terme, comme la santé publique, risquent d'en pâtir. Donc, finalement, en fait, la COVID, je pense que c'est pas très bon pour la santé publique. Et je me suis trompé, parce que moi, dans un article en 2022, j'ai dit « Ah, mais la santé publique, c'est pas trop populaire, mais la COVID va nous faire réaliser que c'est super important. » Mais finalement, je pense qu'on s'est trompé. Et votre étude le confirme. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Donc maintenant, on va changer, puis on va aller du côté de l'Association pour la santé publique du Québec. Et on invite donc Thomas Bastien, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec, à nous donner son point de vue, son analyse, ses réflexions autour de ce rapport. Merci beaucoup. Moi qui croyais que ça allait être une soirée de réjouissance, merci Olivier pour ce portrait incroyable. Non, premièrement, merci pour l'invitation. Toujours impressionné par le travail assez exceptionnel de l'équipe de Cyrano, avec premièrement en fait une méthodologie qui vaut la peine, des données qui sont probantes, des conclusions qui nous aident vraiment en fait à faire avancer en fait les questionnements qu'on a en fait en santé publique. Et puis l'Association pour la santé publique du Québec se pose énormément de questions justement sur cette chose-là. Alors c'est intéressant parce que à chaque fois que Cyrano en fait a sorti au cours des dernières années un rapport, c'était un rapport qui était quand même pessimiste, hein, on va le dire. Donc on espère qu'à l'avenir Cyrano ne fera plus de rapport sur la santé publique ou qu'on aura potentiellement en fait un rapport qui sera positif. Le rapport en 2021 mené par Roxane et Erin travaillait également aussi sur ce projet-là, dépeignait en fait une santé publique au Québec qui était sous-financée ou peu financée en fait par rapport aux autres pans en fait de la santé. Et on a parlé en fait d'hospitalocentrisme, on est là-dedans en fait de manière très large. On regardait aussi par rapport au reste du Canada où on était parmi en fait les derniers malheureusement, même si les données en fait peuvent varier. La conclusion est là. On a eu après Olivier et Noël, Olivier et Alain, pardon. Olivier et Jacques et Alain Noël, en fait, qui ont sorti une très belle étude qui portait justement sur l'impact de la politique sur le financement de la santé publique. Et on était avec des conclusions qui étaient aussi très réjouissantes hein, sur le fait que les changements politiques, en fait, avaient un impact majeur sur le financement de la santé publique et que la plupart du temps, en fait, c'était l'un des premiers postes budgétaires qui était coupé en matière de santé quand on était avec des restrictions budgétaires au niveau des gouvernements. Et là, on arrive avec cette belle nouvelle-là qui peut être combinée à d'autres nouvelles, hein, parce qu'on le sait, en fait, on ne crée pas d'argent pour la santé publique, on a créé pour la santé. On a rajouté cette année 5 milliards en fait, pour le ministère de la Santé, mais est-ce qu'on a créé de l'argent pour la santé publique, plus particulièrement au cours des dernières années? Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, et puis c'est quand même un peu triste, en fait, d'une certaine manière, parce que avec la SPQ, on a sorti un livre qui porte sur la réduction de la maladie au Québec plus particulièrement. Et puis, on se pose des questions. Est-ce qu'en fait, au cours des dernières années, on a vu une évolution de la maladie qui est en décroissance? C'est-à-dire, est-ce qu'on a regardé le vieillissement de la population et on s'est dit les indicateurs sont positifs, nos personnes âgées au Québec vieillissent mieux? Non. Si on regarde au niveau des inégalités, est-ce qu'au cours des dernières années, on a vu en fait des indices d'inégalité qui ont démontré en fait une réduction majeure? Vous voyez en fait que Royal Mount s'est ouvert avec 150 médias. Non. Malheureusement, les inégalités ne font que se creuser au Québec plus particulièrement. Si on regarde par rapport à la question de la santé mentale, on l'a vu plus particulièrement auprès des jeunes, la pandémie et l'après-pandémie en fait, a créé des fossés énormes avec un accès très difficile pour des personnes pour des services en santé mentale. Et on voit que la santé mentale de la population, malheureusement, s'est dégradée. Si on regarde au niveau des changements climatiques, on voit en fait des nouvelles extrêmement rassurantes en fait de notre côté sur les changements climatiques, sur le réchauffement climatique plus particulièrement. Est-ce que ça va dans la bonne direction?
Pas forcément non plus. Et finalement, en fait, si on regarde les habitudes de vie de la population, et si on regarde notamment en fait nos cousins des États-Unis, et qu'on voit en fait les différentes tendances qui s'en viennent avec les problématiques d'alimentation, les problématiques d'activité physique, les problématiques que l'on peut voir en fait de manière générale avec le temps d'écran dernièrement, est-ce que ça va dans la bonne direction? Pas forcément. Donc aujourd'hui, on est avec un système qui peine à subvenir à ses besoins actuels. On a eu énormément de problématiques avec la pandémie et on ne se rend pas compte en fait que dans les 10-15 prochaines années, la grosse vague va s'en venir et qu'on n'est pas préparé. On n'est pas préparé et puis le gouvernement, en fait, ce qu'il a fait au cours des dernières années, puis l'étude en fait le démontre, c'est qu'en fait on a transféré des fonds. On a transféré des fonds, pas des fonds en fait qui venaient de l'hospitalocentrisme vers la santé publique plus particulièrement. On a transféré des fonds de la santé publique vers la santé publique sur des poches budgétaires. Où quand on a rajouté cet argent-là en fait en santé publique, on a rajouté beaucoup plus en matière en fait d'hospitalocentrisme. Donc, quand on parlait en fait dernièrement du financement de la santé publique, et puis on parle d'environ 2 milliards, le chiffre est sur 60 milliards. Sur 60 milliards en fait en tant que tel. Est-ce qu'avec ce 2 milliards-là, on est prêt à faire face au vieillissement de la population? Est-ce qu'on est prêt à faire face aux défis d'inégalité? Est-ce qu'on est prêt à faire face aux défis en fait d'habitude de vie? Est-ce qu'on est prêt à faire face au changement climatique? La réponse, vous la connaissez très bien, hein? Non. Non. Alors, il y a beaucoup de défaitisme en fait dans toutes ces choses-là, et c'est certain que si on va dans cette même direction-là, ce que nous démontre en fait le rapport que vous avez très bien expliqué, et puis les autres rapports que vous avez faits, et potentiellement en fait les autres rapports qui vont sortir, parce qu'il y a d'autres rapports qui vont sortir justement sur les problématiques de financement en santé publique au niveau du Québec. C'est que premièrement, on n'est pas préparé pour les prochaines vagues, mais que deuxièmement, en fait, ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle aujourd'hui va se retrouver en fait en coûts gigantesques qui vont détruire potentiellement en fait une grosse partie de notre tissu social, une grosse partie de notre tissu de santé publique et du public dans ce milieu de la santé là plus particulièrement. Alors, il y a une opportunité de notre côté, et puis c'est pour ça que je vous disais, nous, au niveau de la SPQ, on a décidé en fait de regarder l'autre lunette. La première lunette, en fait, c'est que Santé Québec a été créée. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'hospitalocentrisme, en fait, il va dégager vers Santé Québec. Alors, qu'est-ce qui va rester au ministère de la Santé? Qu'est-ce qui va rester au ministère de la Santé? Est-ce que c'est des employés qui vont rester là, en fait, et puis qui vont regarder Santé Québec évoluer? Est-ce que c'est un ministère de la Santé qui va pouvoir se doter d'une nouvelle vision qui est axée sur la prévention et la promotion de la santé? On voit une opportunité exceptionnelle à ce niveau-ci, qui pourrait être accompagnée en fait de 3 volets extrêmement intéressants qui ont été regardés en fait par Cyrano. Volet numéro 1, financement. Ça nous prend un financement qui est quand même majeur. Puis à la SPQ, on avait demandé 1 milliard, mais maintenant on a l'indexation, donc on peut demander plus. Annuel, hein, bien sûr. Si on regarde en fait le financement de la santé publique est en dessous de 2% actuellement et qu'on essaie de le rehausser en fait à un 5%, qui montrait en fait qu'on va vers une direction qui est proche de on peut faire plus pour la prévention et la promotion de la santé au Québec. Ça représenterait environ 2,5 milliards de plus par année. Si on regarde le programme gouvernemental de prévention et de promotion de la santé, la PGPS plus particulièrement, qui est financé à hauteur de 40 millions chaque année, à hauteur de 200 millions, on pourrait faire potentiellement quelque chose. Si on regarde les financements des organismes communautaires qui tiennent ce milieu de prévention et de promotion de la santé, les bras levés depuis des années, ça leur prend en fait des dizaines et des dizaines de millions supplémentaires pour aller de l'avant de notre côté. Donc faites les comptes là, il va falloir créer de l'argent pour cette chose-là, ou il va falloir aller chercher de l'argent de l'hospitalocentrisme pour le déplacer vers la santé publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des données, comment ça se fait en fait que ce soit Cyrano qui fasse des annonces comme celles qu'on a aujourd'hui? Puis je me tourne vers Dr Boileau, hein, ce n'est pas une accusation en tant que telle, mais c'est certain qu'on aimerait ça, en fait, que ce soit le gouvernement qui nous parle de ces choses-là, qui nous parle de cette direction en fait, qu'on a en santé publique, qui informe la population en fait, sur les données qui sont probantes, disponibles, qu'on fasse la promotion, qu'on fasse l'éducation, qu'on fasse la sensibilisation de la population sur ce que c'est que la prévention et la promotion de la santé au Québec. Aujourd'hui, avec les montants qu'on a et avec la disponibilité, c'est inexistant. Je vois nos amis de l'INSPQ, justement, là, qui ont fait un travail exceptionnel pendant la pandémie. On aimerait ça, justement, en fait, qu'un tableau de bord de la Covid en fait, se retrouve pour toutes les maladies et qu'on dote le gouvernement d'une véritable vision de réduction des maladies au Québec. Pourquoi on ne le fait pas
aujourd'hui? Pourquoi le ministère de la Santé 2.0 ne le fait pas? Ça, c'est la deuxième chose. Et puis finalement, gouvernance, c'est complètement anormal en fait que selon des partis politiques qui arrivent, on voit la santé publique débarquer, selon en fait un ministre qui arrive, on débarque, on réembarque la santé publique. Comment ça se fait en fait qu'on ne protège pas plus à travers les outils de gouvernance qu'on a à notre disposition cette santé publique qui nous est vraiment chère? On a la loi sur la santé publique, on a le PNSP, on a la PGPS, on a une multitude d'outils à notre disposition. Comment ça se fait en fait qu'on ne se dote pas d'un vrai plan de protection et de valorisation de la santé publique au Québec? Donc je tiens à remercier à nouveau Cyrano, là, vous avez fait un travail exceptionnel. Ça nous permet d'être aujourd'hui en fait de parler de ces choses-là. J'espère que la prochaine fois, ce sera un rapport positif. On y croit fortement. Puis merci à nouveau et puis très hâte à la conversation avec vous. Merci. Merci. Merci beaucoup Thomas. Donc maintenant, on va accueillir le docteur Luc Boileau, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et Services sociaux et directeur national de santé publique, pour nous donner ses réflexions par rapport à ce rapport. Et voilà. Merci Luc d'être là. Merci beaucoup. Wow. Je parle-tu là-dedans ou dans ça? Dans ça. Dans ça, OK. Bon, ben, écoutez, il me semble que je parle fort, ça se peut-tu? C'est normal. C'est normal. correct? En tout cas, moi, ça me revient. Bon, ben, je vais dire des choses qui vont vous rappeler quelques événements. La première des choses, c'est pourquoi il faut parler du passé comme ça? Il faut tourner la page, regarder vers l'avenir. Il y a plus de potentiel dans nous tous ici. Donc, vous m'entendez répéter un peu le discours d'hier soir, mais je vous ai entendu répéter le discours de Trump par rapport à la période covidienne. J'exagère, évidemment, c'est une taquinerie que je dis, mais au premier... non, c'est ça. Ben, j'allais faire une joke là-dessus, mais tu l'as fait. Moi, je veux d'abord vous remercier, vous et vos collègues qui avez travaillé sur cette étude-là. C'est toujours intéressant d'avoir des chercheurs qui sont dans des groupes aussi importants que Cyrano, qui va fêter une 30aine d'années de vie sous peu. Et puis, donc, merci, félicitations. En fait, on est toujours intéressé par les travaux de Cyrano. On n'est pas toujours complice durant la démarche au départ, mais ça, c'est pas grave, on peut toujours se rattraper. Là, aujourd'hui, ou en ce moment, je suis très content d'être le dernier à parler parce que je vais, si vous me permettez, je ne sais pas si vous accueilleriez ça, mais moi, je vais changer l'allure du party sur les informations qui ont été cumulées. J'ai lu le rapport attentivement, et je ne suis pas le seul. J'ai des collègues ici, Mme Trépanier, qui travaille avec moi, qui est à la direction justement de la Planif, qui ont regardé ça avec attention. Et très sincèrement, lorsque je lisais ça, je me disais, mais mon Dieu, que je ne suis pas surpris. C'est évident que ces parcours financiers-là que vous décrivez, ou d'investissement, ou de dépenses, devrais-je dire, ils corroborent l'effet de la pandémie. Vous vous souvenez tous de ce que nous avons vécu durant ces années-là. Moi, j'étais très impliqué du côté de la pandémie comme dirigeant de l'INES, puis après ça, j'ai pris les fonctions que j'ai là pendant la période que vous avez décrite. Mais il y en a d'autres ici qui l'ont bien connu là, dans des espaces de direction de santé publique, puis de voir comment ça s'est manifesté. Puis Éric Lidvac, qui était au cœur du ministère aussi, qui a vu ça se passer de très près. Il n'y a aucun étonnement pour nous, mais vraiment aucun, de voir ces variations-là d'une augmentation très impressionnante des investissements au niveau du monitoring. On a invité tous les personnels, pratiquement, j'exagère un peu, mais tout ce qui était disponible dans le système de santé publique, qui a été chercher d'autres sources, puis qui en a prise même du secteur hospitalier, a été mené vers des activités de ce que vous appelez monitoring, donc d'une surveillance active, d'une vigie pour aller chercher les cas. Au début, on faisait des enquêtes sur chacun des cas pour aller rechercher les contacts, donner les consignes, parce qu'on n'avait pas d'autres armes que la restriction des contacts pour agir avec succès, puis avec toutes les politiques publiques qui ont été affectées à cela. Donc, il n'y a pas, c'est pas que ça disqualifie l'étude, au contraire, elle vient corroborer ce qu'on pense. Et il n'y a pas de surprise non plus que nous ayons baissé nos activités en prévention, comme vous le dites, et en promotion de santé, dans des pourcentages qui sont importants, parce que, justement, les acteurs étaient mobilisés, puis il y avait beaucoup moins de disponibilité pour faire une série d'actions qui étaient menées, puisque l'État québécois était dans une disposition qui ne les permettait pas aisément.
tout le monde était en restriction, on ne pouvait pas trop se déplacer, porter des masques, tu ne peux pas faire du counseling anti-tabac comme ça, tu peux pas. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été réduites. Ce qu'on avait vu aussi à l'INES, c'est qu'il y avait eu des réductions d'incidence de maladies. Asthme, que j'ai, MPOC, cancer, maladies cardio-respiratoires, des événements quand même importants qui ont camouflé une certaine sous-déclaration. C'est évident, on le voit, puis on est en récupération d'une partie de ça, mais pas tous. Parce qu'il y a vraiment eu une baisse d'activité, une baisse des risques, diminution des traumatismes routiers, ça va de soi, vous imaginez bien, diminution d'un paquet d'affaires, mais d'autres qui ont monté, troubles d'alimentation, détresse psychologique, évidemment, des idéations suicidaires, tout ça, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont produites. Mais il y a des experts, d'ailleurs ici du côté de l'ESPOM, qui ont documenté des effets de santé publique sur des populations qui ont été vulnérabilisées dans ça, notamment les enfants. Les études de Sylvana Côté montraient qu'on avait réduit les capacités académiques des enfants en 4e année de 8 points de quotient intellectuel qu'on peut reprendre, mais parce que ce n'est pas un effet chronique. Donc, il y a eu toutes sortes d'effets délétères qui se sont passés, mais qui étaient conjoncturels à l'événement de COVID. Puis on a vécu une période qui avait une accalmie sur l'influenza, le VRS, la coqueluche. Regardez ce qu'on vit en ce moment. Il n'y en a pas eu pendant cette période-là. Donc, il y a eu vraiment des baisses de plusieurs autres situations qui étaient conséquentes aux mesures qui ont été prises. Mais on ne peut pas les maintenir tout le temps parce qu'elles n'ont pas de sens dans notre société. Mais on a investi beaucoup. Et on a investi 76 millions de dollars récurrents dès 2020-2021 du côté de la santé publique. Elles ont été, puis vous le décriviez bien, dans des mesures comme celles que vous avez justement notées. Mais elles ont été déplacées vers des mesures de prévention et de promotion de santé, de protection aussi. Et donc, les directions de santé publique se sont retrouvées avec beaucoup plus d'argent pour récupérer. Vous savez qu'il y avait eu une baisse de financement importante en 2015. Pour ceux qui ne savaient pas, il y avait eu un clash, là, puis vous l'aviez documenté justement, de quand même 30 %. Mais tout ça a été récupéré pendant la période de COVID et la distribution de ces argents-là, maintenant, est sous les responsabilités des établissements et surtout des directions de santé publique qui s'affairent à investir dans les zones du Programme national de santé publique qui ne touche pas uniquement les maladies infectieuses ou la protection et encore moins la surveillance. Donc, tout ce qui était cette mobilisation-là, on l'a effrité. Et même plus encore, quand l'Omicron est arrivé en décembre 2021, excusez-moi, il y avait tellement de cas qu'on a abandonné le fait de faire des enquêtes. Alors, on a redéplacé les ressources pour justement récupérer les risques parce qu'on savait qu'on était pour s'en sortir. Il y a eu d'autres vagues, là, vous le savez, mais on a réussi à faire ça. Et quand nous, on vivait dans l'expérience de la COVID, la première préoccupation de santé publique, quand on est arrivé à Omicron, c'était de sauver le système de santé, incluant les services hospitaliers. Il y avait un risque énorme de défoncer nos capacités. Et souvenez-vous, là, pour ceux qui s'en souviennent un peu ou moins, là, j'ai-tu une pancarte de 2 minutes, puis c'est ça qui s'en vient, ou... 2 minutes? Ben, je ne te voyais pas, tu étais en arrière. Bien là, il faut que tu recommences à 5. Là. OK, voulez-vous que j'arrête tout de suite? Ah, non, ils ont dit non. Mais le fait est que, si vous vous souvenez, on avait même des protocoles pour choisir quel patient qu'on garderait aux soins intensifs. Alors, on n'a pas été obligé d'utiliser ça, mais tout l'effort a été mis pour maintenir l'accessibilité au système de santé pour les patients covidiens, mais pour tous les autres aussi. Donc, ce n'est pas anormal qu'il y ait eu ça. Au moment où on se parle, si on regarde plus vers l'avenir, bien, les questions qui ont été soulevées et les commentaires sont justes et sont importants à entendre, mais ils ne sont pas nécessairement profilés de la même manière. D'abord, je dois vous dire que nous travaillons avec des professeurs ici, et Cyrano, et donc Olivier, puis l'équipe, pour voir si notre niveau de financement au Québec en santé publique se compare comme les chiffres qu'on apporte, puis c'est très correct d'apporter les chiffres par Thomas comme il le fait, mais on essaie d'apprécier ça. Est-ce que c'est les justes mesures que l'on prend? Et on ne se surprend pas d'entendre qu'on est pas mal peut-être meilleur qu'on le pense, mais ça ne veut pas dire qu'on a trop d'argent en santé publique, d'une part. D'autre part, juste quand même vous informer, puis je veux juste revenir sur la COVID, que le meilleur indicateur qu'on peut avoir sur la COVID, c'est la surmortalité. La surmortalité au Québec, pendant toute la période de COVID, la première phase a été dramatique, mais si on tient compte de la première phase puis qu'on ajoute toutes les autres, on est les meilleurs au monde, après le Danemark
puis la Nouvelle-Zélande. Puis les provinces de l'Atlantique un petit peu, mais il y en avait moins. Mais si vous prenez toutes les autres juridictions, on les dépasse comme succès. Donc, la qualité des interventions, puis l'amalgame d'interventions gouvernementales et de santé publique a été bien. Vous avez dit, c'est peut-être pas une bonne chose des crises pour la santé publique. La COVID a apporté ou amené la santé publique sous un angle d'une visibilité nouvelle. Et je peux vous dire qu'elle l'est, puis les interpellations sont nombreuses sur plein de sujets. Est-ce qu'on l'a fait de la bonne manière? Est-ce qu'on investit sur les bonnes choses? Est-ce qu'on pourrait faire plus? Est-ce qu'on pourrait faire bifurquer l'état de santé et de maladie? On y travaille abondamment et l'initiative qui est prise de dire on devrait suivre les maladies, on est déjà là-dessus. C'est juste qu'il y a une complexité technologique, oui, mais aussi d'informationnel à faire ça. Donc, on a un avenir devant nous qui peut être prometteur. Ce que vous avez souligné, Olivier, de la période actuelle d'austérité que vous annoncez, là, qui est une période, c'est-à-dire c'est toi qui as dit qu'on était en récession là, à l'échelle canadienne. C'est pas moi. De toute façon, moi, je ne l'ai pas dit. Mais c'est toi qui l'as dit, moi. Bon, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des défis. Non, mais il peut y avoir des défis devant nous, mais c'est des opportunités pour rediriger des investissements, puis de s'investir encore plus et mieux avec plusieurs partenaires, dont ceux qui sont en avant, ça va de soi, mais d'aller chercher une mobilisation nouvelle en maintenant les bases fortes que nous avons, je sais, de la politique gouvernementale de prévention en santé, du programme national de santé publique. C'est d'ailleurs Amélie qui se charge de tout ce mouvement de reconstruire ce programme-là avec énormément de collègues. Donc, on a un avenir, quant à moi, prometteur de ce côté-là, mais les défis sont importants. Je ne viens surtout pas tourner la page en disant il n'y a rien là, mais on a été avantagé par ces sommes-là. On en a tiré beaucoup de profits. Elles sont toutes installées dans les directions de santé publique et les organismes communautaires. Il en manque aux yeux de tout le monde, c'est vrai, mais on est capable de s'inspirer d'une route qui nous a été, d'une certaine manière, bénéfique et pour laquelle on sort avec de bons succès. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr Boileau. Donc, j'inviterai Erin Schrom, professeur à McGill et chercheur au Cyrano, à venir se joindre au panel, et aussi mon collègue Karl Hardy-Dubois. Je ne sais pas si tu veux t'asseoir. Non? OK. Donc, mon co-animateur avec moi de ce panel. Donc, la table est mise. On a beaucoup de réflexions autour de la santé publique, de son financement. Il semble quelques désaccords aussi. Donc, les questions sont bienvenues maintenant. Vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à lever la main pour que le micro se déplace à vous. Mais avec Karl, comme on a le privilège d'être les modérateurs, on va avoir le privilège de poser la première question. Et donc, je vais inviter mon collègue Karl à poser la première question. Il faudrait que tu t'avances un peu pour... Oui, tout à fait. Donc, j'ai le mandat simplement de réchauffer la salle. Donc, oui, avec Oksana, on a eu l'occasion de discuter un peu de votre rapport. Tout d'abord, félicitations à Mehdi et aux collègues donc, pour ce travail. Et merci aux panélistes, Olivier, Thomas et Luc, pour vos commentaires. Alors, avec Oksana, quand on a discuté de ce rapport, et puis la question qui m'est venue en tête, et puis je pense qu'Olivier a ouvert un peu la porte pour la poser, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une forme d'anachronisme dans ce type d'analyse où les dépenses de santé publique, ce qu'on prend en compte, c'est ce qui est canalisé par le système de soins, alors ce qui est canalisé dans le système de soins, alors qu'en même temps, on défend l'idée et puis on sait que l'action en santé publique, ça passe par un ensemble de déterminants qui sont en dehors du système de soins. Donc, il y a deux éléments à ce niveau-là. Donc, quand l'Association de santé publique du Québec demande 1 milliard, à juste titre, je pense, est-ce que c'est pour investir dans ces mêmes canaux ou bien est-ce que c'est pour investir dans d'autres actions? Et pour le directeur national de santé publique, une sous-question, est-ce que le modèle de budgétisation actuel, ça ne défavorise pas la santé publique? Est-ce qu'on peut espérer un autre modèle de budgétisation en dehors du système de soins qui serait plus favorable à la santé publique et qui permettait d'investir dans divers canaux en dehors du système de soins? La première partie. Allez, let's go.
Ok, sur l'anachronisme, le mot est un peu fort. Et évidemment, je suis en désaccord, mais un peu d'histoire économique, tout est anachronique alors. Mais en fait, le point que vous soulevez, qui me semble pertinent, c'est celui vraiment du périmètre de la santé publique. En fait, c'est vraiment ça la question. Et c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Parce qu'on a d'un côté les enjeux, par exemple, quand Thomas mentionnait le dérèglement climatique. Bon, comment on pourrait mesurer la lutte au dérèglement climatique comme un facteur contributeur à la santé publique? Est-ce que c'est vraiment dans le mental de la santé publique? Ça, je ne sais pas. On peut aller plus près. Bon, si on regarde les choses qui sont faites à l'école, qui sont dans le budget de la ministère de l'Éducation, qu'est-ce qu'on va prendre qui va compter dans la santé publique? Donc certaines provinces le font. Par exemple, le Manitoba le fait. Mais pas l'Ontario, pas le Québec. Donc l'approche qu'on a prise, c'est d'être le plus conservateur possible en disant on va définir la santé publique comme le ministère de la Santé et des Services sociaux définit la santé publique. Même s'il y avait dans des catégories qui sont comptées comme santé physique, par exemple, la mammographie rentre dans la santé physique. Est-ce que la mammographie n'est pas une mesure liée à la santé publique? Je pense personnellement que si. Mais il fallait prendre un angle, sachant que ce n'était pas le cœur du rapport d'aller dire on va débattre de qu'est-ce qu'on va mettre dans la santé publique nous-mêmes. On avait déjà ce choix de classification à faire. On s'est simplifié la tâche au début. Donc, c'est là-dessus où moi, et je suis très ouvert à cette idée d'élargir le périmètre de la santé publique, mais le problème, c'est quand on ouvre le périmètre, où c'est qu'on l'arrête? Et là où j'ai malheureusement pas de bonne réponse, et je ne pense pas que c'est à moi, économiste, d'aller donner la réponse. Mais il y a un travail qui est fait en ce moment, enfin qu'on fait en ce moment, sur essayer de voir c'est quoi vraiment la santé publique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même au sein du milieu de la santé publique, quand on demande, il y a certains items de dépenses sur lesquels on n'a pas de consensus. Donc, alors que c'est listé santé publique, c'est quelque chose que vous dites, ça fait du sens de dire c'est la santé publique, mais les experts de santé publique, les décideurs de santé publique, ils ne sont pas d'accord. Donc, c'était la Est-ce première. que, Erin, tu voudrais compléter? Ce sont des défis pratiques en termes de données, analyse. Si on réfléchit comme économiste, plus large, l'idée c'est de prendre, mettre en place les innovations qui contribuent le plus à notre santé, notre bien-être, que des autres. Peu importe si c'est payé par le ministère de l'Éducation, peu importe si c'est payé par la santé publique, peu importe. En pratique, c'est un peu difficile, mais il y a tout à fait un effort à faire de bien estimer et comprendre sont quoi les interventions les plus efficaces pour notre santé, comme population, bien-être, l'équité de la santé, et d'essayer de promouvoir ces interventions, et peu importe leur silo, si on peut dire. Thomas? En fait, c'est une question qui est très intéressante. Premièrement, en fait, la séparation de la santé publique du reste de la santé, ce protectionnisme-là, si on le va en fait en opportunisme, il y a 60 milliards à aller chercher. Si on le va en protectionnisme, il y a conservé le 2 milliards qu'on a actuellement. C'est quand même très intéressant en fait de se positionner là-dessus. Est-ce qu'on est ambitieux pour la santé publique? Est-ce qu'on veut que la santé publique contamine en fait et amène un véritable changement de culture au sein du ministère de la Santé? Ou est-ce qu'on veut en fait séparer la santé publique pour justement faire attention en fait qu'on ne nous prenne pas plus de cet argent-là, des 30%? Ça, c'est la première question qui est quand même très très intéressante à se poser. Après, nous, on est beaucoup plus enfin dans une démarche où aujourd'hui on voit une opportunité pour laquelle en fait on pourrait avoir plus d'argent. Et puis il y a eu un exemple en fait qui a été cité là, mais on regarde en fait un dernier exemple qui est arrivé dernièrement dans les médias. Quand le ministre de la Santé a annoncé le double du financement de la PGPS, il y a de cela peut-être 1 an et demi, qu'il est passé de 20 millions à 40 millions, il n'a pas rajouté 20 millions à la PGPS, c'est-à-dire à la santé publique plus particulièrement. Il est allé prendre de l'argent d'un fonds qui est le fonds cannabis et il l'a mis dans la PGPS. Donc on n'a même pas créé dans une annonce comme celle-ci de l'argent pour la prévention et la promotion de la santé. Et en plus de ça, si on revient à l'investissement qui avait été fait par Chagnon, on se rend compte qu'on a perdu de l'argent pour la PGPS au cours des années. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est allé chercher de l'argent pour la prévention d'un autre fonds pour le mettre dans la PGPS. Donc, il y a même une réflexion de changement de culture fort là,
à se dire, est-ce qu'on sensibilise vraiment en fait le ministre au fait que l'argent de prévention, c'est juste du plus et c'est pas justement du cannibalisme au sein même en fait de ses propres postes budgétaires. Merci, je pense qu'il y a Olivier qui va intervenir. Oui, Et après Luc. justement, quand on est dans la réflexion sur qu'est-ce que la santé publique, etc., je pense qu'on doit se poser la question aussi de... Notre objectif, c'est d'améliorer la santé de la population à moyen et long terme. Puis, bon, moi, je fais de l'économie politique, là, je pense qu'il n'y a jamais de solution, il y a juste des trade-offs dans la vie. Et donc, on doit se demander, si on a à investir 1 milliard de plus et que notre objectif, c'est d'améliorer la santé de la population, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis, moi, c'est pas clair dans ma tête que ça devrait être en santé publique. C'est évident que ça ne sera pas en santé curative, mais c'est dans quelle fonction de la santé publique, en fait? Moi, mon intuition, ça serait de dire probablement que la réduction de la pauvreté serait le meilleur investissement à faire. Mais peut-être aussi que ça serait réduire les inégalités éducatives. Peut-être, en fait, ça ne coûte rien, puis on devrait juste s'attaquer au réseau secondaire privé. C'est peut-être ça la solution pour la santé de la population. Je ne sais pas. Donc, je me demande, le but, c'est d'améliorer la santé de la population. Puis si on considère que la santé publique, en fait, ça peut être très, très large. Moi, je suis d'accord avec votre idée de prendre une décision restrictive pour votre recherche, par contre. Mais si ça peut être très, très large, on doit se demander où est-ce qu'on devrait investir l'argent pour avoir le plus d'impact sur la santé de la population. Puis c'est peut-être pas vraiment dans les fonctions de prévention, en fait. C'est peut-être vraiment dans la pauvreté. Docteur Boileau? Bon, la première des choses, je pense que je dois dire pour le bénéfice de mes collègues, c'est que je ne suis pas contagieux. C'est un asthme, mais soyez assurés, là, je l'ai déjà été contagieux, mais je ne suis pas du tout. Donc, c'est pour votre bénéfice. La deuxième chose, c'est, on parle, puis la question que tu posais, en fait, il faut, je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été dites là-dessus, mais je vais reprendre mon idée comme il faut, mais la santé publique, là, il n'y a pas d'hégémonie ministérielle autour de ça, puis de la santé publique ministérielle ou des directions régionales de santé publique. La santé publique, collectivement, ça se passe via bien d'autres interventions qui peuvent être gouvernementales, communautaires ou autres. Je n'ai pas à vous apprendre ça, tout le monde sait ça. Il faut arrêter de voir le monitoring de l'investissement collectif en santé publique uniquement par le prisme des données budgétaires comparées de l'ICIS. On demande d'ailleurs, comme je le disais tantôt, à regarder ça parce qu'il y a des imperfections méthodologiques dans ces données-là. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de politiques publiques qu'on a au Québec qu'on ne retrouve pas ailleurs sur la scène canadienne ou dans d'autres juridictions dans le monde et qui nous sont bénéfiques pour la santé publique. Poser la question sur l'accès à l'école, la qualité du rendement scolaire primaire, secondaire, tout ça, c'est toutes de très bonnes questions qui s'inscrivent bien dans une pensée de santé publique, mais qui ne sont pas dirigés par les acteurs qu'on nomme actuellement comme officiers responsables de la santé publique. Donc, et il faut casser l'image d'une hégémonie de ce côté-là. Ce n'est pas la bonne route. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut, comme vous le dites, exploiter quelques 60 milliards dans lesquels il y a beaucoup d'exploitations qui ne sont pas documentées, de tous les services préventifs qui sont offerts, on ne le documente pas là, en santé publique, mais ça se fait. Est-ce qu'on peut mieux mettre à profit? Est-ce qu'on peut tirer de l'efficience plus grande et de l'efficacité, puis de l'appropriateness, c'est-à-dire de faire des bons choix sur des usages appropriés de nos services, de nos technologies, et de redisposer ça dans d'autres services ou dans des leviers pour faire de la santé publique? Bien sûr, c'est la route qui doit être prise. Les contextes sont très importants pour faire ça. C'est très difficile de le faire en continuité. Il faut saisir des occasions qui se présentent à nous. Santé Québec en est une. Le contexte économique peut en être une aussi. C'est pas facile, mais restons encouragés par le fait qu'on a gagné beaucoup, que la santé publique a reçu plus que jamais dans son histoire au Québec avec la pandémie, comme effet pendant et comme effet après, qu'on a des challenges d'organisation, oui, mais qu'il y a une énorme ouverture dans l'esprit de la santé publique collective au Québec pour s'associer avec plusieurs partenariats, de migrer vers d'autres choses que des services, d'aller vers des politiques publiques. Donc, il y a une richesse en arrière-plan. Il faut juste que nous puissions labourer ça tous ensemble, avec aussi l'appui des décideurs publics et politiques, parce qu'ils sont là, puis ils sont très importants. Puis dans ce sens-là, moi, je pense qu'on est en route, puis on est en route constamment aussi au Québec. Merci. C'est là que c'était le temps d'applaudir tout le monde. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, Hassan, le micro s'en vient à toi.
Oh non. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette présentation hyper pertinente. En fait, je voulais un petit peu, par rapport à ce qu'Olivier disait, en fait, j'ai l'impression qu'en santé publique, on est un peu enfermé dans une sorte d'angélisme conceptuel. Probablement, c'est le moment de s'attarder sur la question de la politique, ça veut dire le politique, c'est pas la policy, de la santé publique en fait, parce qu'on a probablement l'impression d'avoir tout raison, et je pense que ce que vous avez montré, c'est quelque chose qu'on voit depuis 30 ans maintenant, et toute la question justement des groupes d'intérêt dans le système de santé, c'est quoi la santé publique? Il y a des groupes de, comment on appelle ça, des détenteurs d'enjeux et d'intérêts aussi. Et je pense qu'il y a tout ce volet politique qu'on a énormément ignoré en santé publique et qu'on doit comprendre. Les politiques publiques, ce n'est pas juste de la technique, c'est de la négociation, c'est des influences et des dynamiques aussi d'influence. J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Merci beaucoup. Oh, le silence parmi nos invités. Non, mais parlez-en. Il y a des gens ici plus articulés même que, c'est pas une surprise, là, mais que moi, dans l'expérience qu'ils ont. Simon, je ne sais pas s'il est encore là ou... Il vient de partir. Il est parti. Il trouvait ça plate, mon intervention. Mais à Montréal, c'est pour prendre Montréal, mais on peut prendre Montérégie, tout ça, l'articulation fine de la santé publique, cette mobilisation des autres acteurs, cette complicité à aller chercher, coûte de l'énergie, coûte de l'argent, parce qu'il faut être organisé pour faire ça, mais peut rapporter beaucoup. Et on voit que les dispositions qui sont mises de l'avant sont fragiles des fois. Prenez une expérience récente là, de groupes qui s'intéressent à l'itinérance et qui font des efforts pour offrir des services, mais la cohésion sociale autour n'est pas saine. Puis elle est, dans le sens pas saine, dans le sens qu'il y a des enjeux importants, puis il faut entendre tout ça. Donc, il faut être capable de manœuvrer dans des contextes très complexes des fois, mais ça n'empêche pas qu'il faut driver et se fixer des objectifs de réduction des inégalités, d'amélioration de la santé, de réduction des maladies, leur incidence, de la correction préalable, par surtout des investissements qui viennent. Vous le savez, si on adoptait des profils de santé à la suédoise, on serait différent là, comme collectivité. Mais ça n'empêche pas qu'on avance. Vous savez, depuis 50 ans ou 54 ans que le système de santé et de services sociaux du Québec existe, l'espérance de vie à la naissance, tous les jours, sans arrêt, tous les jours, 365 jours par année, pendant 54 ans, a augmenté de combien de temps? Y a-t-il quelqu'un qui connaît la réponse? 30 secondes, 2 minutes, ça? À tous les jours, sans arrêt. Hey, Olivier, donne-moi un chiffre, n'importe quel. Je sais pas, une journée. À tous les jours, on augmente une journée par jour. Non, ça serait beaucoup. 0,3 jours par jour. OK, c'est parce qu'il sait. Depuis 100 ans, on a augmenté effectivement d'à peu près 0,3 jours par jour. Oh, quand même, là. Je suis allé au hasard complètement. Mais depuis 50 ans, on l'a augmenté d'à peu près 5 heures et quart. C'est énorme. Ça ne s'est pas passé à cause du système de santé. Ça s'est passé, oui, à cause de plusieurs actions dans le système de santé. Denis Roy maîtrise très bien ces schémas complexes-là, de voir quelle est la contribution qui peut être faite, mais de l'action sur plusieurs autres déterminants. Tu sais, les traumatismes routiers, ce n'est pas parce qu'on a mis des hôpitaux qu'on a baissé ça. Il y a eu plusieurs autres choses et qui ne touchent pas les dispositions de services de santé. Oui, en partie, pour des choses nécessaires autour de ça, mais voilà. Donc là, on me fait des signes. Fait que Non, c'est correct pour moi les signes. Thomas? Okay. Non, mais en fait, c'est intéressant cette question-là parce qu'on regarde en fait l'espérance de vie de la population, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est ça. Malheureusement, en fait, l'espérance de vie en bonne santé, au détriment en fait du 0,3 jours, j'ai comme l'impression en fait qu'au cours des dernières années, en fait, ça s'est pas mal dégradé. Ah oui? Oui, vous en parlerez avec Kepsana plus particulièrement, avec notre ami Guy Kepsana là, mais plus particulièrement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une population en fait qui vieillit, mais c'est pas pour ça en fait qu'elle a l'augmentation en fait de son espérance de vie en santé qui grandit par exemple. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a une population qui vieillit, mais à un même âge, on va avoir en fait des maladies qui vont apparaître et ces personnes vont avoir des maladies plus longtemps. C'est ce qu'on est en train de voir en fait actuellement, et c'est ce qu'on est en train de voir en fait dans la tendance internationale aussi en fait de notre côté. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être pour revenir par rapport à la gouvernance, moi, ce qui me préoccupe le plus, là, et puis à la SPQ, on y a réfléchi beaucoup, la loi sur la santé publique.
La loi sur la santé publique, elle est exceptionnelle. Il y a plusieurs pays en fait qui envient la loi sur la santé publique, notamment au Québec. Mais ce qu'on ne nous dit pas en fait, c'est qu'il y a un article plus particulièrement qui est sous-utilisé, qui est un article en fait qui amènerait en fait le ministre à se positionner par rapport à des politiques qui sont menées en fait dans d'autres gouvernements, enfin dans d'autres ministères, et qui permettrait en fait de mettre une sorte de veto santé plus particulièrement, qui est complètement sous-utilisé aujourd'hui. Comment ça se fait en fait qu'on ait l'un des plus beaux dont l'une des plus belles lois en matière de santé publique au niveau international et qu'on la sous-utilise? Ça, c'est une question en fait de gouvernance qui est extrêmement intéressante. Comment justement on pourrait aller beaucoup plus loin en fait là-dedans? Ça, c'est la question qu'il faudrait poser par exemple. Mais on l'utilise. Oui. On a une question, puis il nous reste 4 minutes, alors on va faire une question courte et des réponses courtes. Elle va être très courte. En fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit, que les résultats de santé, c'est peut-être un autre ministère, puis c'est peut-être la pauvreté ou l'éducation ou les garderies qui vont régler les problèmes de la santé publique. Mais quand on parle d'investir un pourcentage, de ne pas le prendre pour la santé publique puis d'attendre de voir si les autres vont le faire, pourquoi les autres ministères décideraient d'investir un pourcentage de leur budget pour la santé alors que celui qui va en bénéficier, c'est la santé? Donc, ma question, c'est celle-là. Donc, si ce n'est pas un scénario où il y a plus d'argent qui s'en va vers la santé publique puis qu'on espère que les autres s'en donnent un, c'est quoi le scénario? Mais ce n'est pas la santé qui le bénéficie, là. C'est la collectivité, puis économiquement, puis les gens de Cyrano vont facilement le démontrer. C'est un avantage collectif très grand d'améliorer la santé des gens en bonne santé, là, de réduire l'incidence de maladies chroniques et la lourdeur de la prise en charge qui vient embourber le système. Je ne dis pas ça contre les patients, c'est pas ça, mais si on peut prévenir ça, tant mieux. Vous avez tout à fait raison. Mais ça se passe aussi avec le programme, ou plutôt la politique gouvernementale de prévention en santé. Tous les organismes et tous les ministères y sont contributifs. Mon collègue Horacio Arruda, vous connaissez tous, en est un pilote actif. C'est soutenu par encore l'équipe d'Amélie, mais c'est quelque chose qui se passe réellement. Est-ce que ça va à la vitesse et à la croissance des impacts prévisibles suffisamment? On pourrait certainement souhaiter plus, mais ça se passe. Donc, on a un contexte, un terroir qui peut se fertiliser encore plus. Moi, j'entrevois des effets indirects. En fait, tu sais, les gouvernements font des programmes parce que les gens veulent des programmes, là, puis les gouvernements sont réactifs. Puis, donc, tu sais, quand on a créé des services de garde au Québec, c'était pas pour la santé, mais ça a eu un effet indirect sur la santé. Donc, c'est un peu de cette manière-là que je pense qu'il peut y avoir des innovations qui se font ailleurs puis qui auraient des effets indirects positifs sur la santé. Puis, j'aimerais juste en savoir plus sur quelle serait la manière la plus efficace d'améliorer la santé de la population. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions brûlantes, vu qu'il nous reste... Oui, mais en fait, désolé François, je pense qu'on va devoir finir. Donc, je vais inviter en fait mon collègue Karl à nous dire le mot de la fin. Oui, mais le temps est échu, donc on va remercier le conférencier, Mehdi, les panélistes, donc et Erin, donc pour cet échange. Donc, c'est l'année thématique santé du Cyrano. D'autres activités vous attendent pour le reste de l'année. Donc, soyez attentifs et on va compter sur votre présence. Donc, c'était très intéressant de vous voir en si grand nombre, de faire des activités où les gens se présentent sans être pas Zoom. Donc, c'est très, très agréable. Donc, on vous remercie de votre présence, de votre participation et on vous dit à bientôt pour d'autres activités Cyrano. Donc, c'était un plaisir de vous accueillir à l'école, donc avec le CRESP, et on remercie Cyrano d'avoir créé cette opportunité d'échange entre nos organisations. Et pour finir, on vous invite à continuer de discuter ensemble et de débattre autour d'un petit verre de vin, juste ici, qui va être servi, et de quelques bouchées. Donc, merci à tous et bon réseautage pour la suite. Merci. Ça va?